Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre magazine quotidien de décryptage de l'actualité sur Equinox Télévision, la chaîne du peuple. Dans sa livraison du 1er juin 2022, Cameroun Tribune titrait que des irrégularités freinaient le processus d'indemnisation des populations expropriées pour cause d'utilité publique sur l'autoroute Kribi-Lolabé. Le journal relevait que de mauvais calculs et d'autres erreurs techniques ont entraîné des administrateurs et plusieurs autres personnes devant les tribunaux. Le paiement des indemnisations avait déjà commencé en 2019 avant d'être stoppé car de nombreuses irrégularités avaient été constatées. Par exemple, il figurait sur la liste des personnes à indemniser des gens qui n'avaient jamais été habitants des villages détruits sur le tracé de l'autoroute. De plus, certains bénéficiaires se retrouvaient avec des superficies 4 fois plus grandes que ce qui avait été noté au départ. Même si aujourd'hui tout est pratiquement rentré dans l'ordre avec le paiement de la deuxième phase des indemnisations des personnes victimes de destruction de culture ou de perte des droits fonciers, la question des indemnisations à la suite des expropriations reste un véritable casse-tête. Beaucoup plus frais encore dans nos mémoires, le cas de Dikolo Bali, ici à Douala, où de nombreuses questions restent sans réponse au sujet de l'indemnisation des populations expropriées pour, dit-on, cause d'utilité publique. À Bafoussam, par exemple, les populations des Guerpis angoissées après la catastrophe qui a endeuillé de nombreuses familles ont été réinstallées à l'entrée chefferie Bamongoum sur des terrains appartenant à des gens qui jusqu'ici n'ont pas encore été indemnisés. À quoi tiennent ces difficultés à indemniser les populations expropriées? Pourtant, la loi prescrit clairement l'indemnisation avant toute opération de démolition. L'État manque-t-il de fonds? Les acteurs intervenant dans la chaîne de processus d'indemnisation sont-ils de mauvaise foi? Madame, Messieurs, à 20h, ce sera la grande édition du Journal du Soir avec JBB. Derrière le journal de Julien Berthe Bissaï, ce sera la deuxième partie d'Equinox ce soir, le débrief. Mais tout de suite, le thème du jour. Expropriation pour cause d'utilité publique, le casse-tête des indemnisations. Pour en parler sur le plateau d'Equinox ce soir, nous avons convié Michel Eclador-Péquois. Bonsoir. Bonsoir Duval et bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox qui nous suivent en ce moment. J'espère qu'à la fin de l'émission, ils seront un peu plus édifiés sur les sujets qui nous mobilisent en ce jour, à savoir le déguerpissement pour cause d'utilité publique. Voilà, vous êtes homme politique, mais vous portez davantage la casquette de journaliste sur ce plateau. Ce soir, vous êtes directeur de publication du journal Ouest Echo. Oui, bon, j'ai plusieurs casquettes. Vous êtes peut-être limité à 2, il y a plusieurs, mais pour le moment, on va s'en tenir à ce que vous avez recensé. Voilà. Merci infiniment, Michel, d'être venu. Je rappelle que vous êtes venu de Bafoussam. Merci également à vous d'être venu, Rodrigue Tiokodje. Bonsoir. Bonsoir Duval, merci pour l'invitation. Vous êtes journaliste, j'aime bien dire le boss de Radio Estuaire ici à Douala. Oui, journaliste, Radio Estuaire, une radio qui effectivement s'efforce d'apporter, si on veut, une lecture qui permette aux uns et aux autres d'avoir des clés pour mieux décrypter, mieux comprendre l'actualité dans un environnement proche voire lointain. Donc c'est notre rôle au quotidien, effectivement. Merci Rodrigue Tiokodje d'être venu sur ce plateau, journaliste donc. Et puis un autre journaliste, on a fait le plein, un carton plein ce soir avec les confrères, Serge Mivikoy. Bonsoir. Bonsoir Duval et salut à tous les companélistes et aux nombreux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Voilà, vous êtes journaliste, c'est vrai que vous êtes sociologue aussi, oui. Et merci d'être venu de Yaoundé pour participer à cette émission. Je vous en prie. Voilà. Fernand Foucault, bonsoir. Bonsoir Duval. Et merci d'être là. Merci pour l'invitation. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Equinox Soir, particulièrement au fan club de Duval Fangwa. Ah bon? Il est où le fan club? Ah oui, c'est ce qui fait allusion au Parlement. Ah, on fait un clin d'œil au Parlement. Merci Fernand d'être venu sur ce plateau. Serge Mivikoy, il y a dans l'actualité un ensemble de questions en rapport avec le sujet des indemnisations pour cause d'utilité publique. J'en ai recensé quelques-uns, quelques cas. On parlait il y a quelque temps ici de Dikolo Bali. On a entendu quelques remous récemment
Pour ce qui concerne le cas de l'autoroute Lolabé-Kribi, heureusement que les choses rentrent dans l'ordre, mais il y a d'autres situations peut-être qui n'ont pas été répertoriées. Est-ce qu'on peut considérer que aujourd'hui c'est un véritable phénomène auquel il faut apporter une réponse adéquate et urgente? Oui, c'est un véritable phénomène social auquel il est question d'apporter un ensemble de réponses. Mais il faut d'abord comprendre en quel thème se pose la problématique de l'expropriation des différents habitants concernant les différents projets de développement qui doivent être diligentés dans un ensemble de localités déterminées. Le problème qui se pose, c'est qu'au départ, il n'y a pas une adéquation entre le projet qui doit être implémenté et les différentes formes de logique, de représentation ou bien d'aspiration des populations. Généralement, tout se fait en amont entre les autorités officielles et maintenant, lorsqu'il faut aller implémenter le projet, on travaille parce qu'il y a une certaine communication à tel enseigne que les différentes populations soient imprégnées d'un ensemble d'actions de développement qui devraient davantage être diligentées. Il y a d'abord une étude préalable qui devait davantage être faite, de manière que l'on puisse davantage répertorier l'ensemble des problématiques qui se posent avec acuité dans des aires culturelles déterminées. Mais vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, on veut davantage implémenter les projets de développement clés en main, c'est-à-dire les projets de développement qui ne répondent pas toujours aux préoccupations, aux aspirations, aux logiques, aux représentations sociales et culturelles. Parce qu'avant d'implémenter un projet de développement, il faut d'abord tenir compte d'une étude environnementale déterminée qui doit permettre davantage de savoir est-ce qu'en réalité on peut implanter tel projet ici, là, est-ce qu'il n'y a pas des terres sacrées, est-ce qu'il n'y a pas des forêts communautaires, est-ce qu'il n'y a pas des rites qu'il faut davantage préserver. Parce que, ne l'oubliez pas, la terre est un enjeu de lutte qu'il faut davantage aujourd'hui constater, un enjeu de lutte entre l'État, les populations, les organisations internationales et les autres acteurs locaux qui existent justement. Alors, de ce point de vue, le premier élément que vous mettez en gras ici, c'est le modus operandi. Oui, c'est le modus operandi que je mets en relief parce que généralement les populations viennent découvrir une action de développement qui est implantée sans même connaître quels sont les tenants et les aboutissants qui ont été à la fondation de la réalisation de la décision d'implanter ce projet de développement. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème ici, c'est que il y a généralement un problème qui se pose avec acuité par rapport au répertoire d'un ensemble de problèmes qui se posent avec acuité sur le terrain par rapport aux frais d'indemnisation, par rapport aux frais de dédommagement. Parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a au départ une commission d'évaluation et de constat qui doit travailler de manière à répertorier tout un ensemble de cas. Si l'on prend notamment le cas de Dicolo, parce qu'il faut illustrer cela, vous allez vous rendre compte qu'à la base, il y a eu un acteur éminent qui a davantage travaillé à ce que ce projet soit davantage cédé au président directeur général de Immigration Business in Canada, à savoir Olivier Chinoako. C'est l'ancien délégué du gouvernement pour la communauté urbaine de Douala, Fritz Tonnet, qui a travaillé sur ce projet-là. Et vous allez donc constater que le travail a été fait en amont et maintenant il était question pour la commission d'évaluation des constats qui est constituée du MINAT, le ministère de l'Administration territoriale, du ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, de même que les autorités locales, de manière à pouvoir répertorier l'ensemble d'une quarantaine de logements qui étaient concernés par l'expropriation. Mais il y a eu anguille sous roche plus tard, parce qu'on s'est rendu compte que dans le listing de la quarantaine de logements, il y a certains qui ont perçu le fait de dédommagement, le fait d'indemnisation, tout comme il y en a qui n'en ont pas perçu. Et pourquoi? Et c'est là où il faut davantage questionner la commission d'évaluation du constat, la commission d'évaluation du constat qui doit davantage nous rendre un ensemble d'études qui ont été faites au préalable. Parce qu'il faut savoir que cette commission est constituée d'un ensemble d'experts du MINCAF, constitué des géologues, des pédologues, des ingénieurs de génie civil, de même que des topographes qui travaillent sur le terrain de manière à répertorier cet ensemble de problèmes-là. Ronnie Tchokodje, de votre point de vue, où se trouve effectivement la difficulté? C'est vrai que dans le développement fait par ZRGM, il y a un ensemble d'éléments qu'il a souligné. J'ai retenu par exemple la question du modus operandi. Ensuite, il y a peut-être que sur la façon de travailler sur le terrain, il peut y avoir des erreurs qui apparaissent dans le décompte, je vais dire dans l'identification des personnes qui sont concernées, entre autres. Où se trouve, de votre point de vue, la difficulté? Bah, il y a un peu de tout cela. Il y a surtout le contexte, l'environnement, le contexte. Parce que vous savez que ce n'est pas la première fois, ce n'est pas le premier cas de DUP, hein, ce n'est pas le premier cas.
D'ailleurs, je vais dire que l'État du Cameroun n'est pas né, si on veut, les populations camerounaises ne sont pas apparues sur le territoire camerounais en 1960 à la faveur de l'indépendance du Cameroun ou de la réunification ou autre. C'est dire donc que tous les grands projets, aussi bien par le premier régime ou la première république, étaient des projets qui ont nécessité, si vous voulez, un déplacement de population, que ce soit la construction d'autoroutes Yaoundé-Douala, les zones industrielles que vous pouvez constater aujourd'hui, que ce soit les stades, aussi bien Fandena, du côté de Bafoussam, mais un peu partout. Donc les aéroports, on va oublier les aéroports avec la SECNA. Donc tous ces grandes infrastructures, on va dire ces projets structurants de cette première époque du Cameroun post-indépendance ont nécessité le déplacement des populations. Pourquoi ça n'a peut-être pas fait autant de bruit que maintenant? C'est pourquoi je parle de la question du contexte. Donc il y a une question du contexte. Et naturellement, à cette époque, tout le monde sait que le pays est une jeune nation qui se met en place, qui a besoin d'infrastructures pour son développement. Il faut construire un peu partout. Même ce qu'on appelait... D'ailleurs, quand vous rencontrez les premiers occupants de Yaoundé ou de Douala, ils vous disent très bien où s'arrêtait la ville. Ils vous disent très bien que la ville, c'était pas comme aujourd'hui. La ville, c'était pas tout ce périmètre qu'on connaît aujourd'hui. Avant, il n'y avait pas telle route. Avant, on vous montre des quartiers et on vous dit non, ces personnes ont été déguerpies lorsque telle route ou telle autre route devait passer. Ces personnes avaient été déguerpies lorsqu'il a fallu construire peut-être tel palais. On a déguerpi ces autres personnes-là. À cette époque, il me semble qu'on trouvait des solutions. Il me semble qu'on trouvait des solutions parce qu'effectivement, aujourd'hui, on vous dit tel quartier est né à la suite du déguerpissement des populations qui étaient auparavant situées à tel endroit pour ceci. À cette époque, il y avait ce transfert-là qui se faisait. Un cas très simple, comme la cité des Billes, par exemple, ici à Douala, où j'ai passé beaucoup de temps. Bon, on nous a fait comprendre, c'était une cité, on a vendu, les gens avaient les cultures, ils avaient tout. Lorsque la Maïtu arrive pour mettre en valeur cet espace, on répertorie effectivement tout. Et les personnes qui avaient simplement des plantations ont eu des lots. Là, il n'y avait pas beaucoup de problèmes, je ne sais pas si vous voyez. Donc, selon le contexte, il n'y a pas eu beaucoup de problèmes. Ensuite, on a évolué. Est-ce que peut-être l'appétit pour la question foncière n'était pas posé avec acuité comme aujourd'hui? Ça, c'est également un élément sociologique qu'il faut interroger. L'appétit pour la question foncière. Au fur et à mesure, donc on va avancer dans le temps, au fur et à mesure qu'on va évoluer, on va se rendre compte que enfin, la terre est devenue un espace, un enjeu économique très poussé, très rentable. Il faut posséder des terres, il faut avoir d'énormes propriétés. Et donc, à partir de ce moment, se pose le problème. Le problème également se pose à partir du moment où l'autorité chargée, quelque sorte de la régulation, l'autorité étatique, devient également un acteur majeur. Parce qu'il est question que lorsque l'État a un projet, on identifie peut-être l'espace où le projet va être implanté, on va rencontrer le modus operandi dont parlait Serge tout à l'heure, les populations sur place, on discute avec elles, et puis ça se passe, soit on va les relocaliser, c'est ce qui se passait généralement, les indemnisations, c'était beaucoup plus sous forme de délocalisation, de recasement. On va discuter avec elles et ça se passe. Or, aujourd'hui, les autorités, les acteurs clés, justement, aussi bien les personnes du ministère des Domaines, des Affaires foncières, du ministère de l'Administration territoriale, du plan et de l'aménagement du territoire, ben, on se rend compte qu'étant aux commandes, donc, je vais dire, à l'initiative des projets, ces personnes prennent les devants, s'en vont, parfois flouer les populations, acquérir des possessions, de vastes possessions terriennes à vil prix et augmentent les enchères. Du coup, le projet lui-même se trouve retardé, freiné, parce que justement, les calculs qui avaient été faits en se disant, bon, écoutez, dans cette partie-là, on va indemniser peut-être, je dis, à hauteur de X francs le mètre carré. Ces personnes vont se dire, mais attends, on peut obtenir plus. Elles vont acheter ces terrains-là et font grimper les enchères. Le projet est bloqué, il faut aller faire des appels de fonds, les choses deviennent plus compliquées. Voilà d'où vient le problème. Donc le problème, c'est qu'il y a le modus operandi, mais il y a aussi qu'un acteur clé qui devait jouer le rôle de régulateur est devenu un acteur central. C'est-à-dire qu'un acteur bénéficiaire, parfois plus que les populations même. L'autoroute, le labé dont vous parlez, et le port en eau profonde de Kribi-le-Parc, ce sont les exemples patents de cela. Vous avez très bien vu ce qui s'est passé. D'ailleurs, les administrateurs pour certains, ont été écroués du fait de ces indemnisations-là qui n'ont pas bien marché de ce côté. Sur cette question-là, Michel Eclador-Pécois,
Il faut peut-être qu'on voit exactement où se trouve la difficulté pour pouvoir envisager peut-être des mécanismes qui permettent demain d'éviter des situations comme celle-là, qui sont des situations essentiellement conflictogènes et qui peuvent déboucher sur des crises graves. Est-ce que vous, de votre point de vue, où se trouve exactement la difficulté? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, déjà, quand on écoute de ceux qui m'ont précédé, notamment Rodrigue, je crois que ce n'est pas une question nouvelle. L'expropriation, c'est une très vieille affaire parce que pour construire une ville, évidemment, il faut exproprier les gens pour mettre les infrastructures communautaires. Mais pourquoi est-ce qu'avant, il n'y avait pas de problème, maintenant il y a le problème? Parce qu'entre-temps... J'ai perçu dans son analyse la question de la croissance démographique. Oui, il y a ça, mais c'est pas que ça. Il y a justement l'interaction d'un acteur qui devait être un régulateur, qui est devenu, si vous voulez, partie prenante. Il est devenu partie prenante. Je crois que les expropriations ne datent pas de 2003, mais pourtant, à un moment donné, le législateur, notamment le décret numéro 2003/418 du PM du 25 février 2003, qui commence à régler cette affaire-là, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des abus. Donc on ne va pas discuter de ça comme ça, c'est bien encadré par la loi. Le processus, il est le suivant. Lorsqu'il y a une déclaration d'utilité publique qui est faite dans une localité donnée, le sous-préfet, ce qu'on ne les appelle pas chef de terre par hasard, doit réunir les différents sectoriels. Bon, s'il y avait si vous voulez, des cultures de spéculation, on doit appeler les délégués de l'agriculture et tous ceux qui sont concernés éventuellement par les opérations qui seront affectées par cette indemnisation. Il y a donc des le sous-préfet, le président de la commission. Il y a donc des sous-commissions en fonction des différents secteurs. Chacun fait son travail et remet au sous-préfet qui transmet plus haut à la primature sous couvert de monsieur le préfet qui est sa hiérarchie et ça arrive jusqu'à la présidence puisque vous savez qu'on est dans un pays qui est assez centralisé. Donc on ne peut pas mettre en mouvement une déclaration d'utilité publique si déjà les fonds ne sont pas disponibles. Donc ça c'est clair dans la loi. Mais on se rend donc compte que en raison des calculs que les uns et les autres développent, en raison de l'esprit de prédation que les uns et les autres développent, on arrive à une conclusion selon laquelle le budget qui avait été initialement prévu pour une localité devient insuffisant. Ça devient insuffisant parce que il y a eu des spéculations. Mais s'il y avait dès le départ une volonté de la force publique de sanctionner, notamment les chefs de terre qui sont à l'origine de cette inflation des coûts et finalement du blocage des projets, on n'en serait pas là. Je ne vais pas revenir dans le cas de Dikolo, sauf pour dire que dans l'absolu, on peut trouver des éléments pour justifier ce déguerpissement-là. Parce que le déguerpissement, quand on est propriétaire foncier, c'est d'ailleurs la loi qui le dit, les bénéficiaires de l'expropriation, c'est généralement l'État, les collectivités territoriales décentralisées, dans le cas du Cameroun, c'est les régions et les communes, parce qu'il faut se préparer aussi à ça. Mais ça peut aussi être des personnes de droit privé. Une fois qu'on a établi que l'objet pour lequel ils veulent bénéficier assume un rôle de service public. Oui. Donc, c'est la loi qui l'encadre. Donc, les privés peuvent bénéficier de ça. Pas qu'on dise qu'il y a eu seulement une volonté de prédation. Il faut encore justifier l'intérêt du service public qui va être affecté à cette affaire-là. Malheureusement, encore une fois, on est dans un pays où beaucoup de gens prennent des libéralités, bénéficiant de l'impunité en cours. Et puis ça va dans tous les sens. C'est bien de ça qu'il s'agit. Fernand Foucault, quelle est votre lecture de cette question des indemnisations qui chaque fois provoquent des situations de crise? On a bien vu, j'aurais pu parler également de l'autoroute en construction entre les deux grandes villes du Cameroun, Yaoundé et Douala. On a d'ailleurs vu que des populations étaient sorties pour bloquer même l'autoroute, exigeant qu'un certain nombre de choses soient faites au préalable avant que les travaux ne se poursuivent. Il y avait des questions d'indemnisation. Vous avez parlé, Rodrigue a parlé des aéroports, à un moment donné, il y a même
la construction des barrages hydroélectriques et qui, à un moment donné, font l'objet de discuter. De votre point de vue, quel est le problème? Est-ce que c'est un problème de fond? Parce que c'est ce qui transparaît dans l'analyse que fait Michel. Il peut avoir qu'à un moment donné, on a engagé l'opération sans avoir mobilisé les fonds suffisants et après, avec l'inflation et la spéculation, on a du mal à pouvoir répondre aux doléances des populations. Oui. Je voudrais dire que la première cause, c'est le non-respect de la loi. Et la loi de 62 qui régit l'expropriation est assez claire. Avant d'exproprier, il y a d'abord le rassemblement des fonds nécessaires pour réaliser le projet qui est projeté sur l'espace où on exproprie les populations. Deuxième chose, il faut recenser les populations concernées par l'espace retenu pour le projet. Troisième chose, indemniser avant d'exproprier. Indemniser avant d'exproprier. Moi, je connais des cas. Je connais quelques cas. Je vais vous citer un ici à Douala. Lorsqu'il a fallu faire la barrière de sécurité au niveau de l'aéroport international de Douala, le financement venait de la Banque mondiale. La Banque mondiale a posé comme exigence indemniser d'abord les populations. Et on ne peut pas indemniser sans avoir recensé. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On multiplie des commissions. On multiplie des commissions qui travaillent pendant des mois, voire même des années, rien que pour recenser et calculer la valeur de l'espace de chaque personne concernée. Oui, mais lorsque ça commence à durer, évidemment que les prix ne peuvent plus être les mêmes. Parce effectivement, les prix ne peuvent plus être les mêmes, mais malheureusement, ils s'adossent sur le prix au moment où l'initiative de l'aide expropriée a été lancée. Oui. Et c'est là où c'est très malheureux. Parce qu'entre-temps, avant, qu'est-ce qui se passait? Je crois le DP Éclador et Rodrigue en ont parlé. Avant, qu'est-ce qui se passait? Quand on expropriait les populations, on leur trouvait un autre emplacement. Donc on les recasait et on leur donnait des moyens pour s'installer sur le nouveau site qui a été choisi pour elles. Malheureusement, aujourd'hui, non, c'est plutôt des fonctionnaires, c'est plutôt des hommes bien placés qui se retrouvent dans les commissions, multiplient, créent des retards pour multiplier le nombre de séances. Et vous savez ce que chaque séance peut rapporter à un membre. Donc c'est ça l'une des raisons. Duval a cité le cas de l'autoroute Douala-Yaoundé tout à l'heure. Depuis combien d'années a été lancé le projet? Quand on s'imagine, quand on se rend compte que jusqu'à aujourd'hui, toutes les populations n'ont pas été indemnisées, vraiment, ça fait mal au cœur et ça donne l'impression qu'il y a un manque de volonté des dirigeants. Il y a un manque de volonté des autorités de pouvoir poser des actes qui sont urgents pour résoudre les problèmes des populations. Alors, Serge Aimé, maintenant qu'on a une idée de la difficulté qui peut justifier que c'est... Parce que les conséquences, c'est quoi? C'est que non seulement on a des populations qui parfois descendent dans la rue pour crier leur colère, mais on a aussi parfois des chantiers qui sont bloqués. C'est-à-dire que lorsque les gens descendent et ferment, par exemple, on vous dit, on veut d'abord être payé avant que les choses bougent. Évidemment que le projet traîne, et quand le projet traîne, bien sûr, il y a les avenants et tout ce qu'on peut imaginer, et à la fin, on a du mal à pouvoir boucler ces chantiers et ces projets-là. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il a dit qu'il y a la loi. S'il dit que c'est la loi, eh bien, de façon simpliste, on pourrait dire, il faut tout simplement qu'on respecte la loi. Cette loi a été modifiée à 2 reprises, après l'unification en 72 et en 1980. Ouais. En plus de ça, les décrets subséquents. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire donc? En fait, il faut véritablement se conformer à la norme en vigueur. Autrement dit, à la loi qui est prévue par les textes ratifiés, adoptés par l'État camerounais. Mais le problème, c'est que nous sommes en face des acteurs sociaux qui ont des mécanismes de contournement de la norme sociale. C'est-à-dire que ça nous permet aussi de faire référence à l'analyse stratégique de Michel Crozier, qui met davantage en interaction l'acteur et le système. Le système prévoit des normes, des règles, des valeurs et des principes qu'il faut véritablement respecter de manière scrupuleuse
à telle enseigne que l'on puisse véritablement se conformer à la loi en vigueur. Ouais. Mais vous avez l'acteur social qui a des capacités stratégiques de contournement de la norme, de manière à pouvoir faire œuvre de déviance. C'est pour cela qu'on disait tout à l'heure que même la commission d'évaluation du constat dont on parle, et qui est chargée justement d'identifier un ensemble de problèmes des différentes populations sur le terrain, vous allez trouver des acteurs qui vont tripatouiller, qui vont opérer par des basses manœuvres, oui, pour justement tirer des dividendes. Oui, pour tirer des dividendes, voire des prébendes, de manière à pouvoir capter justement ces biens-là. C'est ça le véritable problème. Lorsque vous avez donc en face des acteurs qui ne veulent pas respecter scrupuleusement la loi, ou bien les normes sociales, on est exposé à un ensemble de mécanismes. Mais à ce moment-là, la justice devrait intervenir. Justement, c'est pour cela que l'État devrait agir de manière à sanctionner négativement tous ces fauteurs de troubles. Mais vous allez vous rendre compte que même au sein de l'État, vous aurez également des acteurs qui vont manœuvrer parce que chacun a ici un but déterminé, capter un ensemble de biens qui leur permettront justement de renflouer leur business financière. Parce que tous les fonctionnaires, tous les agents de l'État ne sont pas blancs comme neige. Vous avez également des fonctionnaires ou bien des agents de l'État qui travaillent à ponctionner un ensemble de ressources financières qui sont destinées à la réalisation du projet de développement dûment impliqué, dûment prévu par le gouvernement. Parce que cette déclaration d'utilité publique naît justement du fait qu'au départ, il y a à la base des fonds qui sont justement présentés par le gouvernement pour réaliser le projet. Mais vous allez vous rendre compte que chacun va jeter un regard systématique sur ces fonds-là pour voir dans quelle mesure chacun pourra avoir, entre guillemets, sa part du gâteau. Et c'est là où vont naître des pourcentages de tel ou bien de tel autre. De manière à ce qu'il y ait des tripatouillages, de manière à ce qu'il y ait justement des modifications d'un ensemble de choses sur le terrain. Je pense que c'est parce que si des problèmes perdurent, c'est parce qu'en réalité, on ne veut pas se conformer à la loi. Il faut véritablement que l'État puisse sanctionner systématiquement. Lorsque je vois par exemple le problème d'Icolo aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui on n'incrimine pas la commission d'évaluation et de constat qui a travaillé sur le terrain de manière à pouvoir établir les responsabilités des uns et des autres. Mais aujourd'hui, on essaie un peu de voir les responsabilités de telles, des autorités traditionnelles, du délégué de gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, du moins l'ancien, mais personne ne parle de la commission d'évaluation des constats qui a travaillé sur ce dossier, puisque cette commission était constituée des membres du MINCAF, du MINAT, des autorités locales de l'époque, depuis 2014 jusqu'à l'heure actuelle. Il faut donc que l'on puisse déterminer l'échéancier des responsabilités de chacun, de manière à incriminer tel ou bien tel autre et infliger des sanctions. Alors, René Tchokodjo, dans l'analyse des causes de ces crises-là, il y a un certain nombre d'éléments qui apparaissent. C'est-à-dire que on vous dit par exemple que lorsqu'on a commencé à identifier les personnes qui ont perdu peut-être leur champ, les cultures ou... alors, parfois, on fait une première évaluation, on tire une liste. Lorsqu'on revient pour faire la mise à jour, on se rend compte qu'il y a peut-être des noms qui ont disparu ou des noms qui sont ajoutés, ce qui est peut-être normal. Après, on se rend compte que les superficies indiquées au départ ont été multipliées par 4 ou par 5. Et c'est peut-être à ce niveau-là que se situe la difficulté. C'est miraculeux. Et donc, du coup, comme dit Serge, peut-être que la justice devrait intervenir à ce moment-là. C'est miraculeux. Oui, parce qu'on est venu, on a trouvé M. X qui avait 1 hectare. D'accord, le processus de recensement a pris peut-être 6 mois, il fallait entrer sa machine, provisionner. Ensuite, quand on revient sur le terrain, procéder au paiement, on se rend compte que M. X a désormais 18 hectares. Quand même. Non, je pense qu'il ne faut pas... Non, ça tient à un seul mot, un seul facteur. Ce que Serge Aimé disait tout à l'heure. Le mécanisme de contournement développé par les acteurs. Moi, j'appelle ça l'ingénierie. C'est une ingénierie pour détourner de l'argent. C'est une ingénierie, c'est une architecture. Mais ces mecs sont si intelligents. Mais regardez, prenons un parallèle, peut-être pour que les gens comprennent mieux. Lorsqu'au ministère de l'Agriculture, à l'époque, il a fallu financer, subventionner les agriculteurs qui étaient implantés. Qu'est-ce qu'on s'est rendu compte? Qu'est-ce qu'on a découvert par la suite? Que la plupart des bénéficiaires, c'était des agents du ministère de l'Agriculture qui avaient directement fabriqué des gigs qui n'hésitaient que... Vous voulez parler du projet maïs? Bien entendu. Oui, les gigs sont mis comme ça. 2 milliards de francs CFA.
On s'est rendu compte... En son temps, Bernard Djonga en avait parlé, c'est c'était ça. un scandale au ministère de l'Agriculture. Si quand vous comprenez, quand vous essayez de jeter un regard aussi moins attentionné soit-il sur ce phénomène, et là sur le ministère de l'Agriculture, on peut supposer que bon, les gars, là-bas, les gens sont quand même assez modestes, hein, c'est l'agriculture, et vraiment, on n'a pas du gain, l'appétit pour de l'argent de manière vorace. Pourquoi? Parce que c'est l'agriculture. Oui, je veux dire, a priori, c'est pas un ministère, bon, où les gens sont vifs, enfin, vifs dans le mauvais sens du terme, il faut le dire. Mais pourtant, ça s'est produit au ministère de l'Agriculture. C'est-à-dire que lorsqu'un projet d'1 milliard va arriver, très vite, les fonctionnaires qui sont sur place mettent en place la technostructure pour le détournement de l'argent, pour la captation justement de cet argent. Et vous êtes surpris que même au ministère de la Justice, ça ne fera pas. Parce que les ramifications vont jusqu'à ce niveau. Exact. Il n'y a pas deux solutions. Il n'y a pas, je veux dire qu'il n'y a pas... Il ne faut pas passer de midi à 14h. C'est ça, là. Et avec le concours, justement, certains noms vont disparaître. Les noms de certaines personnes vont apparaître. Et parfois, c'est dans des moyens. Hein. Quand certains ont de l'argent, des fonctionnaires peuvent être au courant qu'un projet arrive. On suscite un opérateur économique qui peut aller immobiliser tout ou une partie d'un territoire pendant 10 ans, 15 ans. Il a de l'argent à immobiliser comme ça. Le jour où le projet vient, la somme de l'indemnisation qu'il demande est, je vais dire, faramineuse. Donc, il faut voir ça sous cet angle. On parle en ce moment à droite deuxième. Après toujours des commissions qu'on a mises sur pied, on s'est rendu compte que, après tout, qui sont ceux qui ont le terrain maintenant? C'est l'ancien sous-préfet. Ah bon, oui, qui était membre de la commission. C'est l'ancien délégué départemental du MINCAF. Ah bon, oui, c'est l'ancien délégué, c'est l'ancien coordonnateur, je vais dire, comment j'appelle, des géomètres. Oui. Donc, les membres de la commission deviennent subitement des propriétaires fonciers. Donc, cette technostructure-là, si vous l'occultez, vous risquez ne pas bien percevoir. Ailleurs, je ne dis pas que ça se pose uniquement au Cameroun. Ailleurs, il faut poser des lignes directes. Il faut réduire au maximum la chaîne. Peut-être qu'il faut revoir la loi. Il faut réduire au maximum la chaîne entre le projet et les populations sur le terrain. Il faut réduire au maximum cette chaîne. Un pays que j'ai connu, le Tchad, où en 5 ans et moins, on s'est développé. Mais comment vous faites? Parce que chez nous, effectivement, parfois l'argent arrive. Le projet commence à avancer. Après, il est bloqué parce que les gens ont pensé avoir indemnisé depuis. Ils sont revenus pour n'avoir rien perçu. On a directement créé la commission, la direction générale des grands travaux. Directement sous, c'est peut-être l'équivalent de la task force ici, mais peut-être dans notre environnement, on n'aime pas trop entendre le mot task force. Parce que la task force dans notre environnement, ça prend une autre connotation. Oui. Peut-être que ça n'a pas eu les mêmes résultats que de ce côté. Mais la direction des grands travaux, directement sous la présidence de la République, rattaché directement, il n'y a pas de ministère là-bas. Donc c'est les grands travaux. Et c'est la même chose quand je regarde la Guinée équatoriale où j'ai été, c'est la même chose. C'est la raison pour laquelle vous allez voir le président Théodore Obiang-Nguema, lui-même sur le chantier. Parce qu'il sait très bien, c'est lui-même qui pilote. Je vais dire, il n'y a peut-être qu'un intermédiaire entre le président et aussi bien les techniciens sur le terrain que les populations. Il n'y a pas de commissions, de sous-commissions et autres, parce qu'à l'arrivée, ce qui était une très bonne chose au départ, Michel Eclador, des sous-commissions, en fait, ici il y a l'élevage là-bas, le délégué de l'élevage, le délégué de l'agriculture, le délégué des domaines des affaires foncières, le sous-préfet, le chef des quartiers, on fait des audiences, les audiences foraines, on fait une étude d'impact environnemental, le ministère de l'Environnement, pour voir tous les composantes sociologiques qui sont touchées ou sociales qui sont touchées. Ensuite, on va revenir faire une autre étude, on va s'assurer effectivement qu'on a tout pris en compte. Ça, c'est le temps laissé aux fonctionnaires pour mettre en place l'araignée. Tout à fait. Tisser la toile de l'araignée autour du projet et capter toutes les ressources, et après on se rend compte que non seulement l'argent est fini, ou l'argent a déjà en partie été largement entamé, ben le projet lui-même n'a pas encore véritablement démarré. Donc il faut au maximum réduire la chaîne des intervenants, avoir des directions de grands travaux, soit directement logées au Premier ministère qui agissent directement, ou à la présidence de la République qui agissent directement. En tout cas, ce sont les recettes qui ailleurs ont marché. Ce sont les recettes qui ailleurs ont marché. Et qui ailleurs ont fait qu'au Tchad, en moins de 2 ans, on a pu construire pas moins de 5 échangeurs. De sorte que vous mettez sur un échangeur en Djamena, vous regardez notre échangeur. Oui, il y a des... Vous mettez en Guinée équatoriale, bon, c'est connu aujourd'hui, hein, je pense que aussi bien les routes que les infrastructures, les nouvelles villes comme Sipopo, Mongomo qui sortent des terres, il n'y a pas beaucoup d'intervenants. Peut-être on va nous dire que bon, la population est moindre, il n'y a pas beaucoup de population, mais c'est pareil. Je ne pense pas que Dikolo, il y avait 1 million de personnes à Dikolo. Regardez ce que ça a donné. Voilà. Bon. Sur cette question-là, Michel, il y a quelques éléments qui transparaissent. Il n'a pas dit de façon claire
mais il a semblé dire qu'il y a la question de la corruption. Ouais. Et bien évidemment, le centralisme, avec notamment il a dit qu'il y a beaucoup d'acteurs dans la chaîne et qu'à un moment donné, avec la réduction de ces acteurs-là, peut-être qu'on pourrait avoir des situations nettement meilleures. Partager cette analyse. Avant de revenir sur la centralisation des acteurs, il faut déjà dire que le Tchad et la Guinée équatoriale font ce que le Cameroun a fait il y a 20-30 ans. Il y a eu au Cameroun, il y a 30 ans environ, une direction des grands travaux qui était vers comment ça s'appelle, l'ancien ministère des marchés publics aujourd'hui. Donc, on est passé par là. Il y a eu des audits, on a fait des évaluations et puis on s'est rendu compte qu'il fallait peut-être passer à autre chose parce que ça ne servait pas les intérêts du moment. Donc, on est passé par là. Il y a eu des résultats qui ont été appréciés, notamment avec ces projets. Simalène, par exemple. L'aéroport international de Simalène, c'était sous le règne d'une direction des grands travaux. Donc, si eux, ils restent dans cette logique et qu'ils veulent peut-être avoir des résultats probants, ça va peut-être prospérer. Mais si le régime commence à se fossiliser, à se sédentariser pendant très longtemps et que les impératifs d'efficacité ne sont pas ceux qu'on connaît, c'est pas obligé d'être performant. Évidemment, on va mettre en place des chaînes de corruption qui vont rogner l'efficacité de l'administration à ce moment-là. Et pour revenir dans la question que Duval pose, est-ce que la chaîne d'intervention n'est pas lourde? Non, elle n'est pas du tout lourde. Si chacun fait son travail, cette chaîne ne sera pas lourde. Parce que quand on dit qu'on est le chef de terre, le sous-préfet est le chef de terre, c'est lui le président de la commission quand il y a un projet d'indemnisation. On met en place des sous-commissions en fonction des sectoriels qui sont concernés. C'est l'élevage, c'est l'agriculture, c'est les mines, c'est tout ce que vous pouvez imaginer. Même parfois même l'éducation, pourquoi pas? S'il y a des écoles qui seront concernées par ça. Donc, on met en place les sectoriels, on fait une évaluation claire et nette, il y a une traçabilité, je ne vois pas pourquoi ça va bloquer. Maintenant, vous parlez de... Sauf que ça bloque. Oui, non, je ne vois pas pourquoi ça va bloquer si on respecte ce qui est. Et la loi, et chaque jour on fait les lois, et j'ai parlé tout à l'heure de la loi du décret du Premier ministre de 2003. 2003. Voilà, donc 418 du Premier ministre. Tout à fait, du 25 février 2003. On ne peut pas l'appliquer parce qu'on n'a pas intérêt à l'appliquer. Si on veut l'appliquer, on va l'appliquer et puis les choses vont pouvoir avancer. Donc, une fois qu'on a mis en place un système où il y a une redevabilité, les anglo-saxons parlent d'accountability. Quand on a fini de mettre en place un système et qu'on doit rendre compte de ce qu'on a fait et que l'objectif c'est l'efficacité, on sort des problèmes. Mais il y a une prédation. Et je voudrais à ce sujet dire que les problèmes au Cameroun, les problèmes de prédation au Cameroun, nous ne sommes pas les seuls à en parler. C'est vrai, c'est un Camerounais qui l'a écrit, un certain Hervé Lado, qui l'a écrit aux éditions de la Sorbonne, dans la revue internationale des études de développement. Le titre de son ouvrage, c'est « Prédation et expropriation pour cause d'utilité publique au Cameroun ». De par l'intitulé, vous comprenez très bien qu'il y a toute une architecture, une ingénierie qui est mise en place. On parle bien de prédation. Donc, les gens se servent des facilités, parfois de la passivité de la population. Quand il y a une résistance, comme ce qu'on a vu à Dikolo, vous voyez très bien que ça commence à embarrasser dans le Landerneau. Mais, Serge Aimé l'a dit, quand un sous-préfet, bien quand les gens qui ont été à l'origine de la corruption ne sont pas sanctionnés parce que ils ont des parrains très haut placés, le népotisme qui se gangrène, il y a des réseaux qui se mettent en place pour se soutenir à la veille éventuellement du grand assaut, du grand soir. Évidemment, on arrive à ce qu'on est en train de vivre. Parce qu'il suffit aujourd'hui de respecter la loi, on n'aura pas ces problèmes. On n'aura même pas l'inflation des coûts des projets, puisqu'il y a une mercuriale. La mercuriale ne change pas du jour au lendemain. Donc, on va indemniser les gens sur la base d'une mercuriale. Le lopin de terre, on sait à peu près ce que ça vaut. Si vous avez des cultures de spéculation, si c'est les manguiers, si c'est les avocatiers, on sait ce que ça vaut. D'ailleurs, le projet Pipeline
Tchad-Cameroun, qui est passé par Doba, on a très bien respecté ces indemnisations-là parce qu'évidemment, il y avait une pression forte de la Banque mondiale qui avait cofinancé le projet, et puis le régime en ce temps avec tout intérêt à montrer patte blanche. Maintenant, quand il n'y a pas intérêt à montrer patte blanche, parce qu'il n'y a pas la pression internationale, parce qu'il n'y a pas la responsabilité, si vous voulez, au niveau des populations qui prennent en main leur destin, on arrive à ce qu'on est arrivé. Vous avez parlé tout à l'heure, Duval a parlé tout à l'heure du projet de déguerpissement en Gouaché. Mais évidemment, c'est encore dans le pipe, mais on voit très bien les conséquences. Mais c'est récent. Il y a l'aéroport de Bafoussam même. Ça crée des problèmes. Aujourd'hui, il y a eu, pour une première fois, où le groupement Bamungoum a eu un ministre, mais on l'a embarrassé avec ça au lendemain de sa nomination, en faisant circuler des tracts. Les populations qui avaient été expropriées pour cause d'utilité publique, la construction de l'aéroport, n'ont jamais été totalement indemnisées. Même le projet, l'autoroute à Bandoun, au niveau de Bandoun. Au niveau de Bandoun. Les populations, non, mais cette fois-ci quand même, il y a eu des actions de lobbying qui ont été menées, et par la société civile, pas par les leaders du parti qui sont forcément de la localité de Bandoun, parce qu'ils n'ont pas intérêt à se froisser avec le régime. Il y a eu des actions au niveau de la société civile qui ont abouti à ce qu'on inscrive. On inscrive ça comme des dettes qu'il faut régulariser. Mais autrement, ce serait dissous dans le circuit de la corruption, ce serait dissous dans le circuit des passe-droits, dans le circuit de l'impunité. Pourtant, les textes sont clairs. Les textes sont clairs. Il faut payer les gens avant de les dégager. Mais on est dans une situation où on a des gens qui attendent plusieurs années. Parce que les acteurs sont devenus, les régulateurs sont devenus les acteurs. Et ça devient très compliqué. Et je veux dire quelque chose l'impunité. Pour ajouter, si vous me permettez, est-ce que vous savez le paradigme des fonctionnaires? Ils se disent, cher ami, j'ai appris que dans ton ministère, il y a un projet comme ça qui arrive. Vous avez un projet comme ça, tu es bien. Voilà le paradigme. C'est-à-dire qu'il y a un projet de la Banque mondiale qui est arrivé. Wow, vous avez 10 milliards que vous avez géré. J'ai appris que tu es chef de projet. Du coup, on voit en la personne du régulateur celui qui va s'en mettre plein la poche. C'est-à-dire que la situation va changer. Et c'est pareil dans tous les ministères. Donc, voilà le paradigme avec et ça rend difficile, Michel Cador. Les textes existent, effectivement. La question, juste, c'est comment faire enfin, on ne devait pas être en train de se poser cette question. Il faut respecter les textes. Les textes ne sont pas respectés, il faut le primer. Le constat est que les textes sont là. Les personnes chargées de les respecter et de les faire appliquer et d'encadrer tout cela, ne le font pas. Et justement, l'exemple que tu prends là, ça nous permet davantage de voir comment des réseaux peuvent déjà se constituer dans l'appareil étatique de manière à voir dans quelle mesure chacun peut déjà se liguer à telle personnalité qui gère justement ce projet. Lorsque ces réseaux se constituent, c'est là où naissent le parrainage, le mentorat, le mandarinat, tout un ensemble de pratiques qui visent davantage à cultiver le népotisme, le favoritisme, le clientélisme, le sectarisme. Et la corruption. Et la corruption au demeurant. Et c'est des appareils qui bloquent même l'État à un moment donné. C'est-à-dire que vous vous sentez, pour celui qui a encore la bonne foi de vouloir agir, vous vous sentez en danger. Oui. Parce que subitement, vous recevez le coup de fil de quelqu'un qui n'est même pas de votre ministère. Vous ne pouvez pas. Mais comment il a fait pour avoir mon numéro, pour savoir que c'est à ce niveau, peut-être que j'exige une certaine signature. Mais comment il fait pour être au courant de cela? Donc, vous voyez jusqu'où ça peut aller. Alors, Fernand Foucault, en prenant, avec l'exemple qu'on a pris tout à l'heure sur le pipeline, on voit très bien qu'on sait ce qu'il faut faire. Et que si on veut bien faire, on le fait bien. Alors, au finish, ça veut dire qu'il y a un problème de volonté politique, non? Je l'ai toujours répété, le Cameroun n'a pas un problème de compétence, un problème de volonté, comme vous le dites. Eclador a relevé le cas de Pipeline Tchad Cameroun. Je relève également le cas de la barrière de sécurisation de la piste de l'aéroport international de Douala. Je vous avoue, qu'ayant travaillé sur ce dossier, qu'ayant enquêté sur ce dossier, moi j'ai vu des choses formidables. J'ai compris que les Camerounais peuvent faire des bonnes choses. Des bonnes choses formidables. Ça dit importantes, quoi. Ah, d'accord. Importantes. Oui, importantes. Formidable, c'est le mot. Et formidable aussi. Et formidable aussi. Parce que ça n'a pas toujours été très, très propre. Mais au regard des autres cas, au regard des autres situations, c'est quand même mieux. C'est allé très vite. Et les concernés ont été indemnisés avant
l'engagement des travaux. Vous voyez que les deux cas, qu'il s'agisse de Pipeline Tchad Cameroun ou de la barrière de sécurisation de la piste de l'aéroport international de Douala, le financement provenait d'une seule maison, c'était la Banque mondiale. Et la Banque mondiale avait exigé cela. Serge a relevé une chose tout à l'heure quand il dit qu'un ami vient te souffler à l'oreille. Il vient pas te souffler, il vient te dire que mon ami, j'ai appris qu'il y a tel projet qui est en vue dans votre département ministériel. Je vous avoue que c'est un mot, c'est un passe-mot. C'est pour dire à Serge Aimé que, comme tu vois là, vraiment, il va falloir que tu cherches aussi comment m'introduire dans l'accomplissement, dans la réalisation de ce projet. C'est justement ça qu'il veut. Et il ne veut pas te donner l'impression que tu as une maîtrise du dossier, que tu peux réaliser le projet tel que la hiérarchie a recommandé. Non, dans toutes les situations, je crois, Rodrigue et Clador l'ont relevé, la corruption. Et Clador a même pris l'exemple de cet ouvrage de Camerounais, et c'est suffisamment clair. Tout ce qui freine le développement, ce qui freine la réalisation de nombreux projets dans ce pays, c'est la corruption. Vous ne pouvez pas traverser un seuil sans avoir corrompu. La situation des enseignants aujourd'hui nous renseigne suffisamment sur ce problème de corruption. Parce que quand tu arrives au ministère de la fonction publique, on dit qu'il faut mouiller la piste du dossier. Mouiller, ça rend à quoi? Maintenant, on est dans la dématérialisation. Il faut matérialiser. Maintenant, on est dans la dématérialisation et que ça devrait peut-être réduire au maximum la circulation. De toute façon, je ne pense pas qu'on pourra tout mettre dans la dématérialisation. Ce n'est pas pour demain. Ce n'est pas pour demain. Parce que ceux-là qui promettent de le faire, ce sont eux qui vont torpiller le projet. C'est peut-être à la veille de leur départ à la retraite qu'ils pourront initier quelque chose dans ce sens, pensant, étant convaincus qu'ils ne seront plus responsables de la non-réalisation de ce qui était prévu. Alors, Serge, ça veut dire que on voit très bien que tout désormais repose entre les mains de la justice. Puisque les acteurs sont clairement identifiés, on sait qui fait quoi dans cette chaîne-là, du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que c'est une situation de crise, on sait très bien à quel niveau se trouve la difficulté. Et donc, on peut identifier ces acteurs-là et évidemment établir la responsabilité. Si on le fait, peut-être que si la justice se saisit effectivement de ces dossiers-là et qu'il y a une véritable répression des actes qui ne sont pas bons, eh bien, on pourrait effectivement régler ou bien apporter tant soit peu la solution. Alors, on nous fait signe de l'autre côté de la régie que nous allons prendre la pub. Et juste derrière la pub, ce sera le journal de 20h. Et après le journal de 20h, nous reviendrons sur ce plateau d'Equinox ce soir avec nos invités.